Bonjour, ravi de vous retrouver dans Extra Local avec deux thématiques fortes et concernantes cette semaine. La guerre en Ukraine et la fin de vie. On en parle avec deux invités. Alain Claes, l'ancien maire socialiste de Poitiers, qui est l'auteur d'une loi qui porte son nom sur le sujet, ainsi qu'Arnaud Le Gall, député LFI du Val d'Oise et également spécialiste des questions internationales pour le groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Il est notre premier invité Extra Local, c'est tout de suite. Bonjour Arnaud Le Gall. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Par trois journalistes de nos régions que je vais vous présenter tout de suite. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Luc Bourriane, rédacteur en chef à La Nouvelle République, diffusé en Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. Bonjour Marie, bonjour Monsieur Le Gall. Bonjour Luc. Également un habitué, Jefferson Desports est avec nous, éditorialiste politique et défense au quotidien Sud-Ouest, qui représente également la Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Bonjour Marie, bonjour Arnaud Le Gall. Bonjour Jeff. Et Arnaud Delhommel, de retour parmi nous, rédacteur en chef à Real Média, un nouveau média 100% digital et 100% proximité. Bonjour Marie, bonjour Monsieur Le Gall. Bonjour. Voilà, les présentations sont faites. Comme d'habitude ici, nous avons un petit questionnaire de Proust pour mieux vous connaître. Et c'est Luc Bourriane qui va vous poser la première question de ce questionnaire de Proust. Question politique, évidemment. Si on enlève évidemment Jean-Luc Mélenchon, quel est votre personnage politique préféré? Vous pouvez invoquer des personnages historiques. Jaurès. Sans hésitation. Sans hésiter, ok. C'est court, efficace. Est-ce qu'il y a une constante à gauche? C'est peut-être pas original, mais c'est voilà, c'est écrasant. Il pensait toujours les choses à la fois avec une théorie puissante, mais en les ancrant toujours dans la réalité, notamment sur les questions internationales. Et ça reste une référence. Jefferson, deuxième question de Peut-être questionnaire. plus difficile et peut-être plus vache, mais est-ce que vous auriez un grand patron préféré, un capitaine d'industrie? On a vu Bernard Arnault être décoré ces jours-ci, on a entendu Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale être auditionné. Dites-nous. Elon Musk aussi à l'Élysée? Non. Je n'ai pas de grand patron préféré à l'heure actuelle parce que justement, il y a eu une telle financiarisation du capitalisme que souvent l'industrie est la vache à lait du capital, avec évidemment la complicité de ces gens qui sont eux-mêmes des financiers. Si je devais absolument choisir un grand patron, je reviendrais beaucoup dans un temps plus ancien, les gens qui ont pu, à une certaine époque, mettre en œuvre la politique industrielle du général de Gaulle, ce genre de grands personnages dont j'ai oublié les noms précis, mais là, il y avait un vrai projet auquel on pouvait ou pas adhérer, mais il y avait des vrais investissements productifs, une vision pour l'avenir. C'est des gens qui n'étaient pas cupides, qui gagnaient très 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 bien leur vie, mais ce n'étaient pas des multimilliardaires. Moi, je n'ai pas d'admiration pour les grands patrons multimilliardaires actuels. Après, il y a des patrons de PME qui, sûrement, tous les jours, essayent de faire du mieux qu'ils peuvent dans une concurrence... oui, je n'ai pas dit le contraire. Qui font face à une concurrence terrible, qui sont beaucoup moins bien traités par l'État que les multinationales. Quelqu'un comme Armor Luxe, dans le département dont je suis originaire, par exemple, a une certaine conception des méthodes de production. Jean-Guy Le Floch. Et de l'égalité salariale, ou en tout cas d'une modération salariale qui me plaît bien davantage que le modèle Bernard Arnault, qui, à mon avis, est un modèle mortifère pour notre économie, puisque ces gens-là ne réinvestissent pas dans l'appareil productif. Bon, il y a une partie de l'argent qui permet de créer des emplois et de créer de la richesse, de faire rayonner le pays. L'industrie du luxe, c'est quand même ce qui porte aussi l'économie française. Allez Arnaud, vous avez la main pour la troisième question. Troisième question, je voudrais savoir la loi qui vous inspire le plus. L'abolition de l'esclavage. Mais il y en aurait tellement. Par exemple, la loi sur la laïcité? Ah, évidemment, la loi sur la laïcité 1905, qui est très très mal comprise, soit dit en passant, et qui est par ailleurs, ça nous ramène à Jaurès, puisque c'est Jaurès lui-même qui avait bien fait comprendre que la loi sur la laïcité n'était pas une loi anti-religion, quelle qu'elle soit. Lui-même n'était pas un anticlérical. Et il avait lui-même, en faisant comprendre cela, il a permis de faire adopter cette loi. Parce qu'il avait des gens qui confondaient laïcité et athéisme d'État et qui, en fait, voulaient, par exemple, interdire la soutane dans la rue. Et Jaurès a expliqué que vous allez juste aller avoir la guerre civile, en fait. Et Jaurès, avec une vraie radicalité concrète, c'est-à-dire qu'il avait un objectif précis,
la loi de 1905, la laïcité, en finir avec les inégalités religieuses et en finir aussi avec le soutien avec l'existence d'une religion officielle. Et c'est grâce à lui et à son esprit de compromis sur lequel il n'a pas lâché sur l'essentiel qu'on a eu cette loi. Donc oui. Gabriel Attal en parle beaucoup aussi cette semaine. Je vous propose de regarder ce sondage d'ailleurs. Petite réaction, 8 Français sur 10 pensent que la laïcité est en danger. La laïcité est mise en danger d'abord par la droite et la loi sur l'interdiction du port des signes religieux. Oui, mais alors, typiquement, la laïcité, le problème, c'est que tout un ensemble de gens en ont fait maintenant, la loi de 1905, ils en ont fait une loi anti-musulman. Ils n'ont rien compris. Ils en ont fait un athéisme d'État qui, en plus, s'appliquerait particulièrement à une religion en particulier. Et c'est une dérive identitaire, un usage de la laïcité. Je suis très impressionné de voir comment les gens... de la loi, par exemple, concrètement, de la loi de 2004, dont on fête, effectivement, Marie le soulignait, les 20 ans. C'est une loi contre la religion musulmane ? Non, la loi de 2004 n'est pas spécifiquement contre la religion musulmane. Depuis, il y a eu une dérive énorme. Il y a eu une dérive énorme. Quand on a l'impression qu'une dame voilée dans la rue, c'est déjà l'antichambre du terrorisme et ce serait l'effondrement de notre civilisation. Et les gens... des gens d'extrême droite et de droite qui, historiquement, ont toujours eu un problème avec la laïcité. Maintenant, ils se prévalent de la loi de 1905. C'est quand même... Je veux dire, c'est pas eux qui l'ont fait adopter. Eux, ils confondent... ils s'appuient maintenant sur la laïcité pour, en fait, cibler une religion en particulier. Or, la laïcité, c'est très clair. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et pourtant, il y a des atteintes à la laïcité dans les collèges, dans les lycées, tous les jours. Oui, de toutes les religions. Voilà. Je sais pas ce que j'ai pas. Non, mais c'est voilà. Les atteintes à la laïcité aujourd'hui sont mesurées, quantifiées et sont posées. En tout cas, les Français s'inquiètent. 80%. Oui, moi, je m'inquiète aussi d'un grand sujet au collège et dans les lycées, c'est qu'il n'y a plus de professeurs. C'est-à-dire ? Non, mais c'est-à-dire que par exemple, M. Attal, à la rentrée, a lancé un grand débat, totalement inadapté de mon point de vue, pour faire oublier qu'il n'avait pas assez de professeurs à la rentrée. Moi, dans ma circonscription, une ville comme Gonesse, il manquait 11 instituteurs. 11 dans une ville de 25 000 habitants. Les parents étaient complètement désemparés. Vous avez vu dans la situation en Seine-Saint-Denis. Dans le 80, en Val d'Oise, ça se mobilise moins pour des raisons de... L'habitat est plus dispersé, etc. Mais la situation est catastrophique également. Donc c'est aussi ça, en fait. C'est des écrans de fumée de gens qui, toute la journée, donnent l'impression que le principal problème de l'école, c'est l'atteinte à la laïcité, pour mieux faire oublier qu'en fait, il n'y a plus assez d'enseignants, il n'y a plus assez de moyens, il n'y a plus assez de... Les conditions d'enseignement se dégradent à l'école publique, et c'est un vrai problème. Par ailleurs, les indignations sur la laïcité, il ne faudrait pas les avoir à géométrie variable. Je rappelle par exemple que l'éphémère ministre de l'Éducation nationale a quand même aidé une école sous contrat à ne pas respecter son contrat avec l'État. Parce que je rappelle que même les écoles privées... Enfin, en tout cas, les postes non vacants dans l'école publique. On termine par ma question rituelle. Votre région de prédilection, on l'a entendu, vous l'avez dit, c'est peut-être la Bretagne. Bah, écoutez, vous y êtes né, Carré-Puyère, Finistère. Oui, j'ai un rapport particulier à la Bretagne et notamment au Finistère parce que je suis né dans les campagnes rouges. Et donc, parce qu'on a souvent l'image de la Bretagne comme un grand tout, mais la Bretagne est une région très politique. Et moi, j'ai grandi dans les campagnes rouges, au sens où c'était très, très républicain. Il y avait des grandes figures montagnardes qui se sont réfugiées là quand ça a commencé à mal tourner. Premier grenadier de la République, la tour d'Auvergne, décorée par Napoléon. Donc j'ai grandi au milieu de tout ça. Et aussi, ça m'a beaucoup appris à comprendre le fonctionnement, notamment des enjeux agricoles, puisque j'ai grandi au milieu des agriculteurs. On va en reparler. Et dernière chose, j'ai un grand attachement à leur esprit de lutte, notamment pour avoir défendu leur hôpital dans les conditions qu'on sait. Oui. Les bonnets rouges. Non, puis la catapulte, là, tout ça. Là. Oui, c'est rouge. Je vous propose d'avancer. Je le disais également, vous êtes un spécialiste des questions internationales dans le groupe Insoumis. Les Russes sont en train de voter actuellement pour l'élection présidentielle, dont l'issue paraît certaine. Tout cela alors que les forces russes, elles, progressent à l'est de l'Ukraine, dans une... situation extrêmement tendue. Je vous propose la question cash dans ce cadre-là, après le jingle. Voilà, ça va être une question cash extra locale, et c'est Luc Bourriane qui va la porter. Bah oui, hier soir, le président de la République s'est exprimé à la suite de celui-ci. Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Donc pensez-vous, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'Emmanuel Macron
prépare la guerre. J'ai tweeté moi-même, confusion de mémoire, confusion totale du discours. Une seule chose est claire, Macron redit qu'il est prêt à nous placer en situation de guerre. Prépartir la guerre, question cash. Non, il ne l'exclut pas. Il n'exclut pas. Mélenchon dit qu'il ne prépare pas la paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah bah évidemment. Donc il prépare la guerre? Quand on ne prépare pas la paix, on fait quoi? Il essaye d'installer une ambiance de guerre dans la population, un esprit belliciste, un esprit de guerre. C'est très dangereux. Pour des raisons de fond, sur lesquelles on va peut-être revenir après, c'est que jamais dans l'histoire, même pendant la guerre froide, et peut-être surtout pendant la guerre froide, les forces conventionnelles françaises, ni celles de l'OTAN d'ailleurs, des États-Unis, ne se sont retrouvées en situation de guerre directe face aux forces conventionnelles d'une autre puissance nucléaire, et en l'occurrence, à l'époque, l'Union soviétique et désormais la Russie. Ce serait donc une première. Il faudrait peut-être rappeler aux Français les enjeux là-dessus. Ce n'est pas Arnaud Le Gall seulement qui parle. C'est Jean-Pierre Chevènement qui a dit que les propos de Macron étaient irresponsables. C'est Dominique de Villepin qui dit qu'il faut rétablir le principe de responsabilité, ce qui est, en gros, ça veut dire la même chose en plus poli. Qui sont pour le refus de toute forme d'escalade. Ce que dit le président de la République, Arnaud Le Gall, c'est de dire qu'il ne faut pas se poser des limites et laisser penser qu'on pourrait tout accepter. Est-ce que là, on rentre dans une expression qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, où il faut soit en dire très peu, soit en dire un peu tout. L'ambiguïté stratégique suppose d'en dire très peu, surtout quand on dispose soi-même de forces dont tout le monde est au courant qu'on les a. Sur cette question des limites, Arnaud Le Gall, est-ce qu'il faut laisser penser à la Russie qu'on peut tout accepter? Il faut surtout savoir se taire. Mais on est le seul pays européen qui dispose aujourd'hui de la dissuasion nucléaire. C'est peut-être aussi pour ça que le président de la République se permet de prendre cette position, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, mais c'est un moyen de... Il se permet, mais il a très tort, et c'est très grave, parce que la dissuasion nucléaire, elle ne sert pas à ça. La dissuasion nucléaire, la doctrine est très claire. On ne peut s'en servir que si nos intérêts vitaux sont en jeu et si on a, entre autres, été victime d'une première... Je rappelle quand même, sans vouloir faire peur aux Français, que l'arme nucléaire, c'est une arme posthume. C'est pas un jeu, c'est une arme posthume. C'est pour ça qu'on évite toute forme d'escalade possible avec une autre puissance dotée. Et entre autres, on évite de se placer en situation de conflictualité, de guerre directe, conventionnelle, même conventionnelle, face à une puissance dotée. Quand les Français, des forces spéciales françaises se sont retrouvées en Syrie, quand elles soutenaient les Kurdes face à Daesh, et elles avaient raison de le faire, potentiellement face à des Russes qui eux-mêmes ne soutenaient pas Daesh, mais qui étaient sur le terrain aussi, parce que la Syrie, c'était un théâtre d'opération très complexe. Les fois où il y a eu des frappes qui risquaient de toucher l'une ou l'autre, on se prévenait en amont. Il y avait une sorte de téléphone rouge, ils ne l'ont pas appelé comme ça. C'est pas par hasard. Si vous parlez de la Russie, Jean-Luc Mélenchon a dit en 2016 que les Russes allaient régler le problème en Syrie, pardon. Alors, c'est pas exactement ce qu'il a dit, ça c'est un extrait d'une très courte interview, c'est que par ailleurs, nous ce qu'on disait, c'est qu'il faut sortir de la croyance selon laquelle en armant des djihadistes, etc., contre Bachar el-Assad, on va régler le problème. Mais après, si vous voulez, on parle de la Syrie plus longuement. Là, je voudrais revenir sur la question des limites. On ne doit pas parler comme ça. Quand on dit qu'on n'a aucune limite, aucune ligne rouge, comme l'a dit le président, et que le lendemain, son ministre des Armées dit on n'enverra jamais de troupes au sol. Il a dit combattantes. Troupes combattantes. Troupes au sol, en langage politico-militaire, ça veut dire troupes combattantes. Ça ne veut pas dire autre chose. Et les militaires l'ont compris comme ça. Et d'ailleurs, nos alliés l'ont compris comme ça aussi, les alliés de la France, qui se sont tous désolidarisés les uns après les autres de la déclaration du président de la République. Il a isolé la France. Et du coup, là, il en fait des tonnes pour faire oublier son erreur initiale, qui est que si on veut maintenir une ambiguïté stratégique, on parle moins. C'est pas compatible avec l'agitation verbale qui caractérise malheureusement le président trop souvent sur ces sujets, y compris quand il a encore parlé de la dissuasion nucléaire en des termes inappropriés, en proposant de l'élargir à l'échelle européenne quand il en a parlé le 5 février. Mais encore une fois, si on veut maintenir une ambiguïté stratégique, on reste plus flou. Là, il a été très très loin d'un côté ou très très loin de l'autre. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que c'est incompatible. Si vous dites on n'a aucune limite et que le lendemain, votre ministre de la Défense dit on n'enverra pas de troupes au sol, oui, mais c'est grave, il est le chef des armées. Donc quel serait le bon message pour rebondir sur le bon message, j'en sais rien. Si vous aviez les manettes, alors, non, mais dans le Jean-Luc Mélenchon, quelles seraient vos prises de décision immédiates? Alors déjà, nous,
on rappellerait que nos prises de décision immédiates... non, mais c'est important. Je vous renvoie... que vous avez voté contre le plan... Alors, on n'a pas voté contre le plan. Si vous écoutez bien mon discours, à l'Assemblée nationale, je dis que ce débat est un simulacre. Je dis que le plan, il est déjà signé le 16 février, qu'il n'y a même pas besoin de le ratifier. Absolument. Soit dit en passant, c'est un accord... Vous avez voté contre France Insoumise? La France Insoumise. On a voté contre un chèque en blanc. Merci. On a voté contre un chèque en blanc. Le débat, il n'a pas été annoncé après la signature du plan le 16 février, il a été annoncé après les déclarations de Macron le 26 février. Et les déclarations de Macron le 26 février nous emmenaient dans une autre dimension, qui n'avait plus rien à voir avec le plan, avec l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. On peut parfaitement continuer à aider l'Ukraine telle qu'on l'aide depuis 2 ans, sans accord de quoi que ce soit. Et je vous ferai même signaler que c'est la première fois qu'on signe un accord avec un pays déjà en guerre, et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement, tout hypocrite qu'il est, oublie de le préciser, cet accord n'est même pas contraignant. C'est une feuille de papier, et donc, une fois de plus, on ne sait même plus dans quelle direction ça va. Donc c'était un piège, vous parlez de simulacre, mais quand on vous écoute, le président vous emmenait dans une stratégie pour vous obliger à vous dévoiler? On n'a rien dévoilé du tout. On a dit qu'on ne soutenait pas les propos du président de la République, qui est chef des armées, qui, dans la Ve République, a la possibilité, s'il le souhaite, d'engager la France en guerre pendant 4 mois sans vote. C'est unique dans les démocraties libérales. Donc, de notre point de vue, il peut se passer tout ce qu'on veut à l'Assemblée. M. Attal peut dire tout ce qu'il veut. Il peut nous parler d'un plan d'aide à l'Ukraine qui, de toute façon, avait été signé sans qu'on nous demande notre avis en amont. Ce qui écrase ce débat, c'est les propos du président de la République, chef des armées. C'est pas autre chose. Et tout le monde l'a compris comme ça, excusez-moi, sinon il n'y aurait pas eu plusieurs tribunes d'anciens ministres de la Défense et nos alliés ne se seraient pas désolidarisés. Si la Russie gagne, c'est quand même des propos qui sont revenus et commentés, et il n'est pas le seul à les employer, le président de la République, on les a entendus aussi outre-Atlantique. Si la Russie gagne, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous proposez, vous, à LFI ? Déjà, excusez-moi, mais avant de savoir si la Russie gagne ou pas... En l'occurrence, ils sont en position de force, là. Oui, alors le front ne bouge pas beaucoup ces derniers temps. Je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait eu des... Non, là, le front, il est figé. L'Ukraine a raté sa contre-offensive, les Russes ont repris un petit bout, mais... Ce serait quand même un problème peut-être des informations que nous n'avons pas. Ce serait quand même un problème que la Russie gagne. Ce qui serait surtout un problème, c'est qu'il y ait un enchaînement vers une guerre généralisée. C'est pas trop un problème que la Russie gagne. Ce serait d'abord un problème qu'il y ait une guerre généralisée aux portes du continent. Nous avons dès le départ dénoncé l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je suis moi-même allé personnellement chercher à l'aéroport, après les avoir aidés discrètement et avec l'aide de l'Élysée, je tiens à le rappeler, parce que parfois on s'est travaillé ensemble, des opposants russes à la guerre qui étaient poursuivis par les services russes. Donc je sais parfaitement de quoi ils retournent. En revanche, c'est quoi derrière? Si la Russie gagne, quoi? Donc ça veut dire quoi? On va avoir l'armée française, on prend le risque. Non mais je vous le dis, moi, c'est parce que vous entend tellement critiquer. Je vais vous la dire position du gouvernement qu'on vous demande quand même. Quelle est la vôtre? Quelle est votre position par rapport à la Russie? Est-ce que vous aussi vous craignez les menaces de désinformation que font peser les forces russes sur l'Europe occidentale? Ou est-ce que c'est une lubie là aussi très différente? J'aimerais bien qu'on parle de cyberdéfense après, s'il vous plaît, parce que nous on avait beaucoup de plans là-dessus. C'est là-dessus que... Je reviens sur la... Oui, mais attends. Là, vous tombez dans le piège classique qui est de faire comme si tout était de la même nature. J'aimerais beaucoup qu'on parle de la désinformation russe, je vais vous en parler, et de ce qu'on propose contre. Le problème, c'est que dans l'ambiance actuelle, on a l'impression que cyberdéfense et guerre nucléaire, c'est la même chose. Je redis que, nous sommes totalement contre l'envoi, l'idée même, la possibilité même, parce que ça nous met dans une escalade. Donc, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Parce que, comme dans un monde binaire, qui est le nôtre désormais, ça voudrait donc dire « Ah, on veut laisser la Russie gagner ». Non. On retisse le fil, y compris de ce que M. Macron lui-même disait en décembre 2022. Il faudra trouver un accord sur un accord de sécurité durable dans la région, en partant de l'intégrité des frontières, des principes du droit international. Il est incapable de régler les litiges de frontières par la force. C'est inacceptable de le régler par des invasions. Donc oui, nous sommes pour relancer, parce que la diplomatie, c'est pas autre chose. Donc relancer le dialogue avec Moscou. Les postures morales qui caractérisent depuis trop longtemps notre action internationale sont le contraire de la diplomatie. La diplomatie, c'est d'abord parler avec ceux qui ne sont pas nos amis, voire ceux qui sont carrément nos adversaires, voire dans certains cas. Mais si les adversaires ne veulent pas entendre, ou en tout cas si les partenaires en face ne veulent pas entendre... Oui, mais ce qui serait bien, c'est que M. Macron dise la même chose en public qu'en privé.
ou en tout cas quand il rencontre les chefs de parti, parce qu'il a été le premier à dire qu'il y avait des demandes de cessez-le-feu. Et il a été le premier à dire que l'Ukraine, le Parlement ukrainien, était prêt à négocier aussi sur un certain nombre de choses. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est l'épuisement général et la montée en puissance militaire, la volonté de régler croire qu'il y a une issue militaire acceptable à ce conflit, c'est être prêt à la généralisation du conflit sur le territoire de l'Ukraine, qui sera la première à être encore plus ravagée qu'elle ne l'est déjà. On pourra parler des conditions de reconstruction. On n'a pas beaucoup de temps. Comment faire pour aider l'Ukraine, sachant que vous êtes contre une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne? Tout à fait. Nous, pour l'aide de l'Ukraine, on a toujours dit que dès le départ qu'on était d'accord avec les livraisons d'armement, s'il y a une stratégie claire, pour peu que ça n'affaiblisse pas les capacités de l'armée française, parce qu'il faudrait quand même aussi... ils fixent la barre tous... Alors, il faudrait savoir si on est dans un débat... Je ne parle pas ici sur le plateau, mais en France en général, si on est dans un débat concret ou si on est dans des postures. Parce que les mêmes qui fixent la barre très très haut, vous allez voir ce que vous allez voir, si la Russie gagne, etc., sont les mêmes qui nous ont mis en situation de devoir importer de la poudre depuis l'Australie. On ne produit plus, on n'a pas de masse critique. Et ça, pour revenir à votre première question, quand on a comme star LVMH et qu'on ne s'intéresse pas à nos propres capacités, industries stratégiques, qu'on les laisse même parfois partir... je ne vais pas faire la liste. Là, vous avez une usine de poudre Sud-Ouest, qui revient oui, elle revient, elle sera prête au mieux en 2025. Pourquoi on l'a enlevée? Elle produisait en Suède. Pourquoi qui produisait en Suède. Mais pourquoi? Donc vous avez 2 lois de programmation militaire qui ont vu les crédits augmenter comme jamais sur l'armée après des années de baisse. Vous en faites crédit à ce gouvernement et au quinquennat précédent? Nous avons dit que nous étions pour l'augmentation des capacités de défense, mais que par contre, on n'était pas d'accord avec la doctrine. Et la LPM s'inscrit dans une doctrine. Par ailleurs, je note aussi qu'au moment où on bombe le torse, c'est au moment aussi où on baisse beaucoup de moyens de la diplomatie. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise qu'on ne propose rien. Quand il s'est agi de négocier... Nous, on avait fait 2 propositions. La première, c'était sur la centrale nucléaire de Zaporijtcha. Ça concernait tout le monde, quand les combats étaient autour. M. Mélenchon, en 2022, avait fait la proposition que l'ONU prenne en charge le dossier. Tout le monde a rigolé. 6 mois plus tard, l'Agence internationale de l'énergie atomique prenait en charge le dossier avec de l'expertise française, comme quoi... Voilà. Et maintenant, la question se pose à nouveau parce que la centrale, elle est sous cloche et elle ne pourra pas rester sous cloche éternellement. Quand il s'est agi de négocier des accords sur l'exportation du blé ukrainien, c'était une question de sécurité alimentaire pour l'Afrique, etc. C'est qui s'y est mis? Ce n'est pas la France qui a aidé, c'est la Turquie. Et je dis ça pourquoi? Au même moment où on fait des rodomontages... C'est la situation géographique que la Turquie a aidé. Non. Non. C'est un choix diplomatique. Et je note au passage que au moment où M. Macron bombe le torse, etc., il réduit les moyens de notre influence en baissant le nombre de postes diplomatiques. La Turquie nous est passée devant sur le nombre de postes diplomatiques dans le monde et tout. Ce sont des choses très graves parce que ça nous met hors jeu pour être dans des processus de médiation. Alors, pour conclure cette partie, on va s'adresser à la presse quotidienne régionale. Je vous propose 3 unes qui n'ont rien à voir là, avec le conflit en Ukraine. La une de Sud-Ouest sur les inondations, parce que ça a été une semaine très inondée de part et d'autre avec sans transition, sans transition. Je suis désolée, mais voilà. Difficile d'en trouver une. Les inondations vues du ciel, ça c'est Sud-Ouest, à la une de Sud-Ouest, à la une de la Nouvelle République. Le cri de détresse jusqu'à l'Élysée, c'est le cri de détresse des agriculteurs. Là, il y a une petite transition à voir avec, effectivement, le blé ukrainien, les agriculteurs, ces conditions-là. Et 20 minutes, l'ultra-droite qui souffle sur la braise. Est-ce qu'il y a rapidement une sur laquelle vous souhaiteriez réagir? Sur l'ultra-droite? Sur l'ultra-droite? Pas spécifique à la Bretagne. Eh oui. Mais on a en Bretagne, entre autres, qui a une grande tradition d'accueil, qui est une région qui est historiquement assez hermétique à l'extrême droite, à part des tout petits groupes radicalisés, mais qui électoralement était une région relativement hermétique à l'extrême droite. On a typiquement les méthodes classiques des réseaux d'extrême droite, zémouristes ou lepénistes. Ils arrivent depuis l'extérieur, ils viennent créer un problème et ils font croire que c'est la population locale qui le demande. Typiquement, c'est ce qu'ils ont fait sur le projet d'accueil de réfugiés à Callac, en Centre-Bretagne. Ce n'est pas la population locale qui s'est mobilisée. C'est quelques quelques quasi-néo-nazis, assumés comme tels, qui ont politisé la chose à leur manière
Il arrive aussi qu'il y ait des réticences locales. Qu'il y ait des réticences, ça peut arriver, et qu'il puisse y avoir du débat. Mais ce n'est pas la même chose que le discours sur le grand remplacement, le discours néofasciste, enfin, soyons très clairs, qui a pu émerger à cet endroit-là, à cette occasion. Je rappelle par ailleurs qu'en Bretagne comme ailleurs, l'ultra-droite est extrêmement dangereuse. Je le dis parce que ça, c'est pareil, on n'entend pas assez. Mais à l'heure actuelle, il y a énormément de groupes d'ultra-droite qui sont armés, qui représentent des menaces sévères. Il ne se passe pas une semaine sans que la DGSI en parle. Et à l'Assemblée, il y a quelques années, l'ancien directeur de la DGSI l'avait bien dit, la première menace en France d'action violente, terroriste, c'est l'ultra-droite. On terminera là-dessus. Merci beaucoup Arnaud Le Gall. Merci pour, à vous. Ces réponses, ces éclairages. Avant de passer à notre deuxième thématique, à notre deuxième invité, on va évoquer la fin de vie dont on a beaucoup parlé cette semaine. Je vous propose ce territoire hebdo qui revient sur les inondations, sur les crues. Un territoire hebdo submergé, signé Roselyne Pagès. Intempéries, champs inondés, grandes marées et fleuves qui débordent, une bonne partie de la France subit les assauts pluviométriques du mois de mars. C'est quand même extraordinaire, c'est quand même un truc qu'on voit que tous les 10 ans à peu près. À Libourne, la Dordogne est sortie de son lit. Placée en vigilance orange crue, la Gironde ne comptait plus les quais submergés cette semaine. Comme ici à Bordeaux, les pieds dans l'eau, et ces quartiers engloutis par la Garonne. Il va y avoir un gros travail donc d'enlèvement des gros déchets qui vont apparaître, de balayage et de nettoyage au Karcher et à l'eau pour tout ce qui est boue qui vont être transportés par l'eau en fait. C'est un retour historique sur la côte Picarde, le phénomène des grandes marées. Un événement qui ne décourage pas les badauds. On est venu pour la semaine et c'est tombé en même temps que les grandes marées, donc oui, c'est formidable. Pour les plus téméraires, la baignade est même revigorante. Ah, c'était super aujourd'hui. Pas trop de vagues, parce que les grosses vagues, c'est crevant. Un vrai moment de joie dans l'eau. Mais le plaisir peut s'avérer mortel. Un coefficient de marée qui culmine à 116 sur le littoral, de quoi mettre les bénévoles de la SNSM sur le qui-vive. Il y a de forts courants. Et avec les bancs de sable, ça fait des tourbillons, on est envie d'embarquer. Mieux vaut donc se renseigner et rentrer au moins 3h30 avant la pleine mer ou composer le 196 pour toute urgence. Un champ de désolation. Gorgées d'eau, les terres de ce maraîcher bio du Finistère ont asphyxié ses choux-fleurs et ses carottes. On a vraiment eu une cuvette ici avec une mare d'eau. Il y avait 20 cm d'eau à certains moments après des grosses nuits ou des journées de pluviométrie importantes. La boue en invitait indésirable. Le coup de grâce pour les agriculteurs bretons, déjà éprouvés par la tempête Ciarán et contraints de décaler les dates de plantation. Je dois semer de l'orge de printemps. Normalement, c'est fin février, mi-mars. Là, c'est pas possible. On va devoir attendre encore quelques jours, quelques semaines. On attend la fenêtre météo pour pouvoir le faire. Leur colère n'en finit pas non plus de déborder. À Bordeaux, devant l'hôtel de région, ce tracteur a tenté de forcer le barrage policier. Réplique immédiate des forces de l'ordre. Manifestation sous tension des agriculteurs, venus de toute la Nouvelle-Aquitaine à l'appel de la coordination rurale. Ils ont ensuite investi la séance plénière pour faire entendre leur voix. À l'origine de la contestation, la politique agricole mise en place par la région. Je veux être avec tous les élus. Je veux que ce qu'on a à dire soit entendu par tous les élus et pas que les représentants. Bien sûr. On va faire une plénière dédiée à l'agriculture pour voir, parce qu'il y a une méconnaissance des actions qui sont faites au niveau de la région. Trop de contraintes environnementales, c'est honteux. Les affrontements se sont poursuivis toute la journée dans le centre-ville. Un CRS a été blessé. Entre-temps, Alain Claes nous a rejoint. Bonjour Alain Claes. Bonjour. Ancien maire socialiste de Poitiers, porteur de la loi Claes-Leonetti, qui porte votre nom sur la fin de vie dont nous allons parler. Dans cette deuxième partie, vous êtes également membre du Comité consultatif national d'éthique. Et rapporteur. Rapporteur.
Voilà, je vous présente les 3 journalistes qui vont vous interroger cette semaine et chacun d'eux va vous poser une petite question du questionnaire de Proust pour mieux vous connaître. Luc Bourriane, qu'on a présenté tout à l'heure, représente la Nouvelle République et il a une petite question pour vous. Oui, c'est une question rituelle, Monsieur Claes. Quelle est la personnalité politique qui vous inspire le plus dans l'histoire de la Ve République? De la Ve République, Badinter. Jefferson, deuxième question du questionnaire de... Alain Claes, comme on va parler de fin de vie, vous avez un rapport à côté de vous. Juste une question peut-être un peu plus légère et décalée. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a plu récemment? J'ai relu Zweig, et en particulier les livres qu'il a écrits sur l'Europe. Les sujets d'actualité avec les Européennes qui arrivent. Ce livre est d'actualité. À relire donc. À relire, oui. Lequel de Stefan Zweig? L'Europe. L'Europe. Ouais. Arnaud Delmem. Dernière question. Votre nom est associé à une loi que l'on connaît presque tous, la loi Claes-Leonetti. Une autre loi qui vous a marqué profondément? Ça va être paradoxal, parce que je vais vous répondre. La peine de mort. L'abolition de la peine de mort. C'est cohérent avec votre première 1981. Robert Badinter. Ouais. J'ai beaucoup parlé avec Robert Badinter sur le sujet de la fin de vie. Ouais. On revient sur la fin de vie, mais juste avant, je termine quand même par mon petit questionnaire. Votre région de prédilection, bon, ça semble assez logique. Vous êtes Poitevin. Oui, né à Poitiers, voilà. Élu à Poitiers. Nouvelle-Aquitaine. La grande Nouvelle-Aquitaine ou le petit Poitou-Charentes. Ou le petit Poitou-Charentes. C'était Poitou-Charentes et il y avait le débat entre le centre, la région centre et la région bordelaise. Historiquement, Poitiers avait plus de relations avec le centre, que ce soit en matière universitaire ou CHU, qu'avec la Nouvelle-Aquitaine. Mais ça se passe bien. Bon, très bien. Allez, on évoque la fin de vie, ou plutôt l'aide à mourir. Vous savez qu'il y a une question cash ici, dans cette émission extra-locale. Exceptionnellement, en général, ce sont les journalistes sur plateau qui vous la posent. Exceptionnellement, c'est une personne hors du plateau qui va vous la poser, personne que vous connaissez particulièrement, c'est une surprise. Il s'agit de Jean Leonetti, qui a une question cash pour vous et avec lequel vous allez pouvoir échanger. Est-ce que Jean Leonetti nous entend ? C'est vous qui avez co-signé avec Alain Claes la loi, la première loi, la deuxième loi, puisque la première c'était la vôtre, sur la fin de vie de 2016, qui porte vos 2 noms. Voilà, vous voyez, Jean Leonetti, maire d'Antibes. Quelle serait la question cash à poser à Alain Claes sur ce sujet? Bonjour, merci d'être Jean. avec nous. Bonjour Alain. Écoute, d'abord, pardon de ne pas être très cash, mais et d'être sincère, je suis très heureux de te revoir, parce que la période que nous avons passée était intéressante. Alain Claes et moi-même, on n'est pas du même bord de l'hémicycle. On a respecté nos différences et on a convergé, on va dire en dépassement, pour rester dans ce que dit généralement le président de la République, sur un texte de loi qui a été voté à l'unanimité. Et je me souviens d'un moment un peu émouvant où tous les deux nous allions voir le président de la République, François Hollande, et le Premier ministre, et on leur a remis ce texte. Et au moment où on leur a remis, on avait fait un préambule tous les deux, dans lequel on disait aucune loi n'a d'intérêt s'il n'y a pas un développement des soins palliatifs. Et donc, s'il y a une question cash mais pas piège, la question que je te poserai, c'est est-ce que tu es toujours dans cette idée que plutôt que des lois, il faudrait au préalable ou de manière parallèle développer intensément les soins palliatifs dans notre pays? Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et je pense que la prochaine loi, ça sera un enjeu. Et nous l'avons développé ensemble en 2016. Moi, je dis aux journalistes qui sont là, la loi des soins palliatifs, et je parle sous le contrôle de Jean, date de 1999. Aujourd'hui, il reste encore 20 départements. 25 même, je crois. 21. Une vingtaine de départements qui n'ont pas encore d'unité de soins palliatifs. Donc c'est une priorité. Pas une priorité uniquement financière. C'est une priorité en termes de formation des médecins, une priorité en termes de formation continue,
une priorité en termes de recherche et une priorité de la place des soins palliatifs dans l'organisation de l'hôpital. Car pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir, soins palliatifs, c'est bien souvent assimilé aux 10 derniers jours. Tout l'enjeu aujourd'hui, et c'était ce que nous disions en 2016, c'est que les soins palliatifs puissent être dans un continuum. Je veux dire par là que lorsqu'un diagnostic est posé d'un cancer, par exemple, que dès ce moment-là, parallèlement au traitement curatif, il puisse y avoir des soins d'accompagnement, des soins palliatifs. Et je crois que c'est le pari que nous devons faire. C'est une question de budget. Aujourd'hui, le budget, je parle sous le contrôle de Jean, 1,7 milliard. Le projet du gouvernement aujourd'hui, c'est de rajouter 1 milliard. 1 milliard. 10% d'augmentation. Mais j'y insiste, ce n'est pas qu'une question de moyens. Il faut convaincre aussi, en particulier, la conférence des doyens. Vous savez qu'il n'y avait pas de PUPA jusqu'à présent en soins palliatifs. Je crois qu'il y a récemment une nomination qui a eu lieu à Grenoble. Est-ce que ça va dans le bon sens, Alain? Je rejoins... Pardon, excusez-moi. Est-ce que ça va dans le bon sens, ce milliard supplémentaire? Est-ce que ça va dans ce que dit Jean Leonetti? Oui, non, mais je crois que, où Jean a raison, la culture palliative en France, moi, au CHU de Poitiers, il y a un centre qui fonctionne parfaitement bien, mais est à développer très fortement. Et je crois qu'aujourd'hui, développer à l'hôpital, développer dans les structures médico-sociales, mais développer aussi à domicile. Un chiffre en passant, moins de 2% des praticiens hospitaliers disposent d'une compétence et d'une expérience en soins palliatifs. Ça rejoint... Tout à fait. Et souvent, quand on regarde, mais Jean est médecin, il le sait mieux que moi, quand on regarde un peu la carte des soins palliatifs, ce sont souvent des généralistes qui se spécialisent dans les soins palliatifs par la suite. Est-ce que c'est pas dommage, comme vous parlez justement des soins palliatifs et d'accompagnement, c'est la nouvelle terminologie, n'est-ce pas dommage d'avoir encore à attendre la présentation de ce plan qui est prévu pour fin mars, si je ne m'abuse, et qui arrive donc après les annonces du président cette semaine, particulièrement sur l'aide à mourir. On va se recentrer là-dessus après. Écoutez, n'aurait-il pas fallu faire l'inverse? C'est toute la difficulté des lois. Vous avez vécu, comme moi, il y a quelques jours, l'inscription dans la Constitution de l'IVG. Vous avez, beaucoup de journaux ont consacré récemment des articles pour montrer la difficulté aujourd'hui pour des femmes de pouvoir accéder à l'IVG. Parfois, il n'y a pas de centre dans certains départements, sans parler de la culpabilisation qui peut exister. Entre la loi et la mise en place de la loi, il faut parfois beaucoup de temps. Un autre exemple, avec Jean Leonetti, les directives anticipées. Vous savez combien de Français. Pardon? Combien de Français ont écrit leurs soins palliatifs? 8% peut-être? 12%. 12%. Parce que c'est assez méconnu, finalement, on ne connaît pas bien, même en France, ça vaudrait le coup que vous nous rappeliez la loi existante aujourd'hui. La sédation profonde et continue. Est-ce que les Français, on dit que les Français sont à 90% pour l'euthanasie, est-ce que les Français sont finalement assez informés de ce qui se passe aussi dans les hôpitaux? La sédation profonde et continue, je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ne sont pas au courant. Alors écoutez, la loi Claes, il y a eu 4 lois en style télégraphique qui ont été votées depuis 20 ans. La loi de 99, on vient d'en parler, les soins palliatifs. La loi de 2002, dite loi de Kouchner, qui a permis, suite à un débat en collégialité, à un patient de demander l'arrêt de ses traitements. La loi Leonetti. 2005. La loi de 2005, oui, de Jean Leonetti sur l'obstination déraisonnable. On s'est rendu compte que le progrès scientifique ou le progrès technique peut conduire à maintenir en vie artificiellement un certain nombre de personnes. Donc, cette loi a été importante. Et la loi de 2016, avec 3 nouveaux droits, les directives anticipées, la personne de confiance et la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, Jean Leonetti va nous quitter. Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord avec ce nouveau projet de loi présenté par le président de la République sur l'aide à mourir? Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux? Je ne crois pas. Ah, bah voilà. Je veux pas anticiper. On vous écoute, Jean. Il y a quelques désaccords, mais on en a toujours parlé. Et on s'est retrouvé à un dîner chez le président de la République sur ce sujet où chacun d'entre nous s'est exprimé.
Alors, expliquez, Jean Leonetti, vous ne semblez pas tout à fait d'accord avec votre collègue. La première des choses, c'est ce qu'on vient de dire. Le premier obstacle, c'est ça. Et le président a repris d'ailleurs ce terme. Il ne faut pas une loi par défaut. C'est-à-dire, on ne peut pas se trouver dans une situation dans laquelle on dit « je ne peux pas vous soulager, je n'ai pas les moyens pour le faire ». Et donc, par contre, je peux vous proposer une issue fatale, l'euthanasie ou le suicide assisté. Ça, ce serait une situation qui serait intolérable. Et comme vient de le dire Alain Claes, il y a 20 départements dans lesquels il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Pas d'unité de soins palliatifs. L'unité, il faut bien comprendre que c'est l'endroit où on reçoit les malades les plus complexes, les plus difficiles et forcément les plus désespérés. C'est là qu'on prend les malades qui expriment des désirs de mort. Et on divise par 5 la demande de mort dans ces unités. Donc, il faudra pas, et malheureusement, c'est possible, que cette loi soit une loi par défaut, c'est-à-dire qu'on se trouve avec des Français inégaux devant la loi, et pire, inégaux devant la mort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui me paraît important, c'est le flou. L'aide à mourir, vous savez, ça peut tout être. Ça peut être les soins palliatifs, l'euthanasie, le suicide assisté. Il faut qu'à un moment donné, on dise les choses. Moi, j'ai dit assez clairement à ce repas où nous étions ensemble que pour moi, le suicide est un droit, ou plutôt un droit liberté. Ce n'est pas forcément un droit créance, un droit qu'on réclame. Mais au fond, l'éthique, c'est toujours un combat entre la liberté, l'autonomie de la personne qu'on doit respecter, et en même temps sa vulnérabilité, sa fragilité, pour lequel on doit être solidaire et fraternel. Et donc je pense que dans le contexte français aujourd'hui, cette loi va déséquilibrer l'équilibre entre la solidarité et la liberté, entre la liberté et la fraternité. Merci. Et il va le faire du côté de la liberté, alors qu'on sait que quelqu'un qui souffre va plus facilement demander la mort, puisque comme Alain Claes le disait, on meurt encore assez mal en France parce que les lois ne sont pas connues, le président l'a reconnu dans son interview, elles ne sont pas appliquées, et parce qu'on n'a pas mis les moyens pour arriver au moins donc votre loi n'est peut-être pas suffisamment appliquée. Merci beaucoup Jean Leonetti. Alain Claes va vous répondre, notamment, merci beaucoup le maire d'Antibes, sur ces 2 points, notamment sur cette loi par défaut et sur ce Non, écoutez, il n'y a pas de loi par défaut. Je reprends les propos que j'ai entendus. La seule question qui se pose, est-ce que la loi de 2016, auquel on a contribué, Jean Leonetti et moi-même, répond à toutes les situations? En tant qu'auteur de la loi, je vous réponds que non. Mais le projet de loi, tel que présenté par le président de la République, ne répond pas à certains cas. Mais attendez, si vous voulez, on va mettre, pour celles et ceux qui nous regardent, peut-être un peu d'ordre. Ouais. J'ai été rapporteur du comité consultatif national sur ce sujet. Et la question que nous nous sommes posée, j'ai abordé les soins palliatifs. Je vous ai dit les orientations qu'il faut, il faut accélérer, il faut impliquer la communauté médicale. Concernant l'aide à mourir, c'est l'expression que j'ai utilisée en tant que rapporteur de l'avis, et c'est l'expression que le président de la République a retenue. La question qui a été posée, est-ce que l'aide à mourir est éthiquement acceptable? Est-ce que notre société, en France, aujourd'hui, en respectant tous les avis, peut aller apporter une réponse à cette demande individuelle? La réponse qui a été faite au Comité consultatif national d'éthique a été de répondre oui. Et oui à un certain nombre de conditions, on va y revenir tout à l'heure. Simples, les conditions. Que la personne puisse exprimer sa demande. Cette demande concerne une personne qui est atteinte d'une maladie incurable, dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Et nous envisageons les 2 solutions, 2 situations possibles d'aide à mourir. La personne qui est capable physiquement de faire le geste et la personne qui n'est pas capable de faire le geste est appelée à un tiers. C'est ni un droit, comme a dit le président de la République. C'est ni une liberté nouvelle. C'est un espace du possible. Je vais vous dire quelque chose pour
résumer la chose et après je me tairai. Non, voilà. Vous savez, dans ces situations-là, c'est pas le choix entre la vie et la mort. La mort, elle est là. La question qui se pose pour certaines personnes, c'est choisir le moins pire des chemins. Et est-ce que la question qui se pose pour le Parlement, le Sénat et l'Assemblée, est-ce que la société doit prendre en compte cette demande? Et tout le sujet qu'il y a, c'est trouver un équilibre entre la solidarité de la société vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, c'est les soins palliatifs, c'est l'accompagnement, mais c'est aussi l'autonomie de la personne. Autonomie et solidarité ne s'opposent pas, c'est un équilibre, un chemin qu'il faut trouver. Est-ce que du coup, on vous entend dire que la loi sur la fin de vie qui arrive vient compléter, selon vous, des lacunes? Est-ce que ça veut dire que vous exprimez aussi un regret de ne pas l'avoir fait dès 2016 de pas avoir été... Pourquoi ne pas l'avoir fait en 2016? Il ne faut pas avoir de regrets. La question qui nous était posée par le président de la République et le Premier ministre était de dire quelle solution peut-on apporter lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Et je réponds, et je suis d'accord avec Jean, à court terme, une sédation profonde et continue jusqu'au décès est la solution qui peut régler un grand nombre de situations. Pour moi, c'est une aide à mourir. Pour Jean, parce que je veux être honnête dans ce débat, je crois qu'il faut être toujours très rigoureux dans ce débat, ce n'est pas une aide à mourir, c'est la conséquence d'un soulagement de la douleur qui peut conduire à la mort. Voilà. Il y a la question de la temporalité sur ce sujet-là, est-ce que vous estimez que ce projet de loi peut permettre de ramener un tout petit peu d'égalité, si on peut utiliser ce mot, entre ceux qui aujourd'hui ont le choix de partir en Suisse ou en Belgique, les moyens financiers de partir en Suisse ou en Belgique pour programmer leur mort et mettre un terme à leur souffrance, et des pratiques qui ont été dénoncées par certains, notamment je pense à Olivier Falorni, le député de Charente-Maritime que vous connaissez, qui a dit dans Sud-Ouest qu'il y avait des euthanasies clandestines en France. Est-ce que là on revient, ce projet de loi peut permettre d'offrir enfin ce choix et d'éviter cette question de moyens financiers? Écoutez, nous sommes 5 citoyens autour de la table, au-delà de nos qualités. Nous avons en tête, soit dans nos familles, soit dans des proches, des morts difficiles. Qu'il y ait sur le territoire français, au-delà de l'aide à mourir, des inégalités sociales et territoriales, à l'évidence. À l'évidence. Donc, il faut mettre en place, et c'est un des mots de notre devise républicaine, la fraternité, c'est-à-dire accompagner la personne, accompagner les proches jusqu'au bout. C'est le plan décennal des soins palliatifs. Avant de conclure, je vous propose de regarder ce reportage qui vient de Réel Média sur un chien qui vient dans ces services de soins palliatifs. La présence d'un animal est souvent très importante. On l'a abordé récemment pour savoir si on autorisait les animaux dans les EHPAD. On regarde. Mon chien, il est là en soutien. Il est là. J'ai Lucky, mon compagnon de travail. Il apporte beaucoup au service, il apporte beaucoup aux patients, aux soignants, aux familles. Allez, Lucky. Monsieur, bonjour. Tu viens? Bonjour. Bonjour le chien. Oui, alors, voilà. Tu viens voir ta malade préférée? Elle est là. Elle est là. Il permet de développer des sensations autres que la sensation de la maladie et de penser à autre chose. Et donc ça permet de s'évader. Ça me fait du bien et ça lui fait sûrement du bien. Il est autant soignant que sa maîtresse. On se trouve à l'unité de soins palliatifs qui se trouve sur la ville d'Antibes. Et je suis infirmière dans ce service depuis 10 ans à peu près. Alors, j'ai Lucky, mon compagnon de travail. Un chien, du coup, âgé de 5 ans. Qui m'accompagne quand je vais travailler. Voilà. Hors temps, on s'accompagne dans les randonnées, tout ça, on fait des grandes balades. Et puis sinon, il vient travailler avec moi. Il apporte de la joie et je pense qu'il a un rôle de médiateur, je dirais. Et il apaise les gens, je trouve. Oh, Lucky! Ça y est, ça y est. Quelqu'un veut... Moi, je rebondis juste. C'est vrai qu'après avoir retrouvé plusieurs documentaires sur les soins palliatifs, on s'aperçoit qu'il y a
il y a toujours, enfin, vous le disiez tout à l'heure, je crois que c'est le nombre de personnes qui demandent à mourir en arrivant en unité de soins palliatifs qui, après quelques jours, demandent. Je me souviens d'un monsieur qui a dit une fois, moi j'essaie de grappiller chaque seconde. On voit que ces soins palliatifs apportent parfois du réconfort, qui ne sont pas assez développés. Moi, j'ai une question complémentaire par rapport à la loi aujourd'hui telle qu'elle est présentée. Sur ce point, cette remarque, vous avez raison. Il y a des cas inverses, mais sur ce point, il y a raison. Et moi, j'en ai vu moi-même, c'est vrai. Je rebondis sur le projet de loi. Les malades qui ont des maladies dégénératives, qui ont parfois je pense à Chantal Sébir, qui avait le visage déformé, etc. Est-ce que la loi pourra être appliquée dans le cadre de ces pathologies-là ou pas? Parce que le pronostic vital n'est pas engagé forcément à court terme. Bien entendu, on ne va pas faire une liste de maladies. Ouais. Est exclu aujourd'hui, car c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Mais dans le projet de loi qui va être soumis au Conseil des ministres, est exclu des enfants, qui est un sujet... Ce qui n'est pas le cas en Belgique. Ouais. Qui est un sujet par lui-même, et certaines pathologies comme maladie d'Alzheimer. Mais vous avez des pathologies, on pense tous à la maladie de Charcot, où le pronostic vital n'est pas à court terme, mais qui peut rentrer éventuellement dans le cadre de ce projet de loi. Allez, je vous propose de terminer par les 3 unes que j'ai présentées à notre précédente invitée. 3 unes de la presse quotidienne régionale que vous représentez. On termine sur d'autres sujets. Sud-Ouest a titré récemment sur les inondations qui affectent la région, vue du ciel. La Nouvelle République titre sur le cri de détresse jusqu'à l'Élysée d'un agriculteur. Et 20 minutes sur l'ultra-droite qui souffle sur la braise. Est-ce que vous voulez réagir pour l'ultra-droite sur l'ultra-droite également, comme notre précédente invitée. Pourquoi? Je crois que c'est un risque. Et le populisme, c'est un risque très fort dans notre pays. Et je crois que... Je vais vous parler de Poitiers. Je crois qu'au niveau local, les élus doivent se battre avec leurs moyens. Et je vais vous citer 2 exemples. Ça va vous paraître un peu hors sol. La culture scientifique et technique. Je pense que c'est un sujet qui peut permettre d'aider la démocratie en évitant les fake news. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Et puis, accueillir l'autre. Que l'autre n'est pas forcément l'ennemi. Il y a à Poitiers une structure, le Toit du Monde, qui fait ce travail. Merci beaucoup, Alain Claise, d'être venu nous rendre visite. Merci à vous 3. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end.